commencer avec une conférence de Nick Hernandez de 360 Learning. Donc merci à toi Nick d'être avec nous. Bonjour. Voilà, donc Nick est le CIO et le cofondateur de 360 Learning, donc que vous connaissez tous, j'espère. Vous connaissez 360 Learning? Ouais, ok. Alors Nick va nous parler d'IA et de compétences. Donc, en seulement 50 ans, la durée de vie d'une compétence technique a chuté de 40 ans à 18 mois. Et cela crée un véritable défi pour les équipes RH et formation. Et donc, face à ces écarts de compétences qui sont grandissants et à une pénurie de main-d'œuvre, la recherche de compétences sur le marché de l'emploi est très difficile et ce n'est plus suffisant. Alors, pourquoi ne pas développer ces compétences en interne avec l'aide de l'intelligence artificielle? Car l'IA, que beaucoup perçoivent comme une menace, offre une vraie opportunité pour faire évoluer les services RH et formation. Et ce que je vous propose, c'est pendant les 30 prochaines minutes de faire le point avec toi, Nick, sur ce sujet. C'est à toi. Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis là pour parler de compétences dans le monde de la formation. Avant ça, je me disais, j'étais là en train de me dire, il y a 10 ans, je pense, ma première participation à ce salon, c'était une toute autre époque. Je me rappelle qu'à ce moment-là, donc nous on démarrait à peine, et je me rappelle que je faisais des efforts monumentaux avec pas mal de provocations. On était une toute petite société de 10 personnes pour faire valoir que dans une plateforme de formation, c'était une bonne chose d'intégrer l'outil auteur plutôt que quand on avait le souhait de produire une formation, de devoir appeler un ingénieur pédagogique qui allait travailler pendant 1 an, qui allait facturer 50 000 € parce que les cycles étaient longs, etc. Et ça semblait complètement fou de dire ça. Il y avait énormément de résistance, d'objections. On disait, ils sont fous, c'est impossible. Donc, on devait faire beaucoup d'efforts pour amener de l'attention et de la crédibilité, mais, et c'est ce qui nous a permis d'exister, il y avait un usage qui cherchait ce type de solution et qui donc s'est précipité sur la nôtre et ça nous a permis de croître et de grandir jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, c'était il y a 10 ans. J'ai une petite pensée émue pour ça. Alors pour notre sujet d'aujourd'hui, je sais que donc, vous connaissez tous 360 Learning, mais peut-être que certains ne connaissent pas exactement. En 2 mots, donc 360 Learning, on est maintenant leader européen, on est aussi dans les leaders mondiaux, on est présent en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis où on a plus de 20% de notre business. On a annoncé au premier semestre avoir passé les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a 20% de tout ça qui est aux États-Unis. C'est ma grande fierté, c'est qu'on ait réussi à exporter 360 Learning outre-Atlantique tout en restant une entreprise française. C'est pas commun dans le monde du logiciel et c'est ma fierté. Alors, sur les compétences, donc, pour ceux qui ont suivi, on a fait l'acquisition chez 360 Learning il y a 3 mois d'une société qui s'appelle Ilamp et qui est une société qui faisait de la cartographie de compétences. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu pourquoi on a fait ça et qu'est-ce qu'on propose et quel est notre point de vue sur ce sujet brûlant de la cartographie des compétences. Alors pour procéder dans l'ordre, bon, tout le monde parle des écarts de compétences, de la pénurie de compétences. Vous pouvez, dès que vous ouvrez la presse, lire que telle entreprise va investir 600 millions pour combler les écarts de compétences, etc., etc. Alors pourquoi? Je dirais 3 forces en présence principale. La première, l'innovation. Alors, un exemple dans l'industrie automobile. On a vu ça ces 3 dernières années. Pour à peu près chaque constructeur automobile, à un moment donné, le CEO va sur une scène, comme moi aujourd'hui, et dit dans 3 ans, on fait que de l'électrique.
Et là, le DRH dit, mais j'ai 15 000 ingénieurs qui savent fabriquer une voiture thermique. Et ceux qui savent faire des voitures électriques, ils sont tous chez Tesla ou dans le projet secret d'Apple. On ne peut plus les recruter. Alors, comment on va faire pour faire que des voitures électriques dans 3 ans ou dans 5 ans si on ne peut pas recruter une seule personne et qu'on n'a pas cette compétence? Voilà une première bonne raison d'avoir une tension sur ce sujet. Mais toujours sur ce premier pilier, ce n'est pas que l'innovation. On est dans un monde qui change d'une manière parfois imprévisible et surprenante. On a eu les crises épidémiologiques, innovation dans la crise. On a le climat, et ce sont 2 bons exemples. Quand des crises se produisent, elles appellent des nouvelles compétences. Pour le climat, je pense qu'on en a eu beaucoup en 2023. Je pense qu'on va avoir un raz-de-marée en 2024-2025. C'est le plan de reskilling sur le changement climatique. Il faut transformer l'activité pour faire face, pour s'adapter au changement climatique et à toutes ses conséquences. Et pour ça, tous les métiers sont transformés. Évidemment, l'intelligence artificielle est un autre exemple. Donc on a ces transformations qui appellent, et évidemment, la remarque, c'est que ces transformations, elles ont lieu sur des cycles de plus en plus courts. Et donc la question pour les responsables formation, les départements formation, c'est comment on se prépare à un monde où toutes les 2 minutes, il faut retransformer, reskiller toute l'entreprise parce qu'une transformation est en train de se produire. Bon, la deuxième raison, c'est un mélange entre la démographie et l'histoire industrielle du XXe siècle. C'est que au XXe siècle, on a eu beaucoup d'innovations industrielles et technologiques. Et globalement, tout ça a commencé à s'accélérer il y a 40 ans, au moment du baby boom. Le baby boom, c'était des générations en nombre supérieur aux générations des naissances actuelles. Donc mathématiquement, la pyramide des âges, elle a un petit problème. Il y a plus de gens qui partent à la retraite que de gens qui rentrent sur le marché du travail. Et ceux qui partent à la retraite sont ceux qui ont construit la société industrielle. Donc, si on prend un exemple connu de tous, les centrales nucléaires, les personnes qui ont construit les premières centrales nucléaires, qui ont compris pourquoi elles ne marchaient pas si bien que ça, qui ont imaginé la seconde génération, la troisième génération, la quatrième, ces personnes-là partent à la retraite dans les 2-3 prochaines années. Donc, elles partent avec leurs compétences et il faut organiser le transfert des compétences. Alors, la troisième raison, je me permets... Bon, il y a évidemment le momentum. Alors, il y a de l'investissement. Tout l'argent de l'investissement, du venture capital, BPI France, tout le monde veut investir dans l'IA. Et l'IA est un moyen d'améliorer la gestion des compétences. Donc, ça crée de l'investissement, du momentum. Mais, bon, là, je dis marketing. Pour dire les choses simplement, vous savez ce qui se passe dans un COMEX? Il y a le patron avec les dirigeants de l'entreprise. Et ils se disent, on est des génies, on a des super idées. On sait exactement ce qu'il faut faire. Mais on n'a pas les bonnes personnes. Alors, c'est facile comme raisonnement. Et c'est facile de toujours se dire, on est 5 dans un COMEX, on a les bonnes idées, on n'a pas les bonnes personnes. En tout cas, ce raisonnement, on peut questionner sa justesse. Néanmoins, il est tenu, c'est un raisonnement que tiennent de nombreux COMEX, et qui du coup se tournent vers le DRH et disent, écoute, nous on a toutes les bonnes idées, mais on n'a pas les bonnes compétences, donc c'est ton problème. Si on n'arrive pas à exécuter, et là le DRH a cette pression, donc d'acquérir les compétences pour réussir demain. Résultat, quand on demande au chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous manque pour y arriver? 3/4 d'entre eux répondent les compétences. Alors, évidemment, je suis désolé, je suis un petit peu malade, je risque de tousser 1 ou 2 fois pendant cette présentation. Donc, maintenant, il faut comprendre que ce sujet de la compétence, ça fait 30 ans que les DRH fantasment d'avoir une matrice où il y a tous les people, toutes les personnes de l'entreprise, toutes les compétences. Pour chaque compétence, on a des niveaux.
et on est capable de dire exactement quelle personne a quelle compétence. Parce que c'est un fantasme un peu d'ingénieur. On dit si on avait cette matrice, eh ben on va commencer à pouvoir faire des calculs, on va commencer à faire des dérivés, des asymptotes, de la trigonométrie, et on va tout mesurer, tout faire rentrer dans des cases. Et comme ça, on va pouvoir dire dans 3 ans, j'ai besoin de quelle force de travail, dans 5 ans, dans 8 ans. On va faire du workforce planning. Bon, c'est super. L'idée est très séduisante. Le problème, c'est que ce projet est impossible. C'est impossible à mener. Pourquoi? Parce que, alors moi, exemple de la vie réelle, une DRH d'un grand groupe d'assurance français m'a dit, on a essayé en 2015, on a dépensé 12 millions d'euros, 12 millions d'euros pendant 2 ans. On a impliqué 1200 managers pour essayer de construire cette matrice. Quand on avait fini, tout était obsolète. Je ne le referai jamais. Il m'a dit ça. Évidemment, c'est un travail titanesque. Et le problème, et c'est bien ce que je mentionnais sur le slide précédent, le problème, c'est que ça évolue très vite. Donc, la maintenance évolutive de cette matrice de compétences, c'est une tâche quasiment impossible. En tout cas, c'était une tâche quasiment impossible. Avec l'arrivée en décembre dernier des technologies d'AI générative, il apparaît sur certains use cases très précis que l'IA parvient à aider les départements RH à faire la maintenance évolutive des compétences. Alors, je vais reprendre parce que il est 14 h, il y a du bruit. Je veux m'assurer que tout le monde comprend ce que je dis. Les RH voudraient fabriquer une matrice pour dire pour chaque personne de l'entreprise quelles compétences a cette personne, les niveaux de compétences, est-ce que c'est écoute active niveau 2, niveau 3, niveau 4. Le problème, c'est que tous les ans, on a une crise et en fait, la nouvelle compétence prioritaire, c'est Generative AI. Il faut changer la matrice. Il faut réévaluer tout le monde. Faire ça en continu, c'est extrêmement chronophage, c'est technique, on n'y arrive pas. Donc tout est obsolète et du coup, le projet ne fonctionne pas. Avec l'IA générative, on arrive à automatiser cette maintenance évolutive. Et pour que ce soit concret, je vais vous prendre un exemple. Typiquement, un exemple de fonctionnalité à laquelle on travaille avec Ilamp, la société que nous avons rachetée dans ce domaine-là. L'exemple consiste à dire au client, listons les entreprises de votre industrie et on va surveiller les annonces d'emploi des entreprises de votre industrie. Et quand on regarde ces annonces d'emploi, on fait tourner une technologie LLM de Generative AI et on va lui demander de nous extraire les compétences qui ne sont pas dans notre référentiel, mais qui sont en train d'apparaître dans notre industrie. Et on transmet ces nouvelles compétences. Donc on va dire, voilà, dans ton industrie, voiture électrique, moteur de voiture électrique, batterie longue durée, recyclage de batterie. Il se trouve que tes concurrents sont en train de demander toutes ces compétences. Est-ce que tu veux les inclure dans ton référentiel? Et en faisant ça, on va énormément faciliter cette maintenance évolutive. Ça, c'est un exemple de fonctionnalité. Mais on a toute une liste de fonctionnalités qui permettent donc la maintenance évolutive d'un référentiel de compétences. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça change le constat, qui est un constat qui datait de plusieurs dizaines d'années. Et même si on avait régulièrement des directions RH qui se disaient « Non, mais moi, je vais quand même tenter de produire la matrice », ça ne fonctionnait pas. Nous, on voit depuis un an, on voit avec les clients de Ilamp, la société qu'on a rachetée, que ce projet maintenant fonctionne. Alors la question naturelle, ah oui, j'ai laissé tomber les slides, j'ai fait tout ça. Ah voilà. Alors, pardon, la question maintenant c'est comment on va de cette matrice de compétences à des actions de formation. Donc concrètement, comment est-ce qu'on rattache le fait qu'on ait une matrice de compétences qui décrit job, compétences, formation attachée,
Par quel processus on va de là à des actions de formation? Alors je vais vous décrire ça d'une manière à peine simplifiée, mais ça passe par 3 étapes. Une première étape, c'est donc, ce qu'on vient de dire, c'est de construire l'ontologie. Donc c'est job, compétences et fabriquer un référentiel, parce que c'est, si on est un peu plus précis, c'est pour tel métier, voilà les compétences dont on a besoin, voilà les niveaux de compétences, voilà la description de chaque niveau de compétences. Et ça, on est capable de le générer automatiquement à 80-90%. Deuxième étape, il faut qu'on connaisse les compétences de chaque collaborateur. Donc on va demander à chaque collaborateur de se positionner, éventuellement à son manager de le confirmer. Et comme ça, on va avoir les compétences du collaborateur et les compétences théoriques de son job. En regardant l'écart entre les deux, on a un skills gap. Et de là, on peut déduire les actions de formation qui vont permettre de fermer ce skills gap. C'est clair ce que j'ai dit là? Excellent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle communément upskilling. Et ensuite, on a un second use case qui est reskilling, où cette fois-ci, on regarde l'écart entre les compétences de la personne et les compétences non plus de son job, mais de son prochain job. Prochain job que la personne a exprimé vouloir, prochain job qui est imposé par une mutation technologique. Par exemple, il est aujourd'hui ingénieur de voiture thermique, mais demain, il va être ingénieur de voiture électrique. Et donc, quels sont les écarts de compétences, quelles sont les actions de formation? On le déduit de la matrice de Skills Gap. Le troisième use case, je ne vais pas vous mentir, on ne l'a pas déployé, le troisième use case, mais moi, je le pitch parce que je rêve que demain, on vienne me dire « Ah, nous, on veut faire le troisième use case ». Le troisième use case, il n'est pas plus compliqué, c'est la même chose, mais sauf qu'on ne compare pas les compétences du collaborateur avec les compétences théoriques de son job, ni avec les compétences théoriques de son prochain job, mais avec les compétences demandées sur le marché de l'emploi. Donc c'est l'employabilité. Donc on peut travailler sur l'employabilité de toute la force de travail en comparant les compétences des collaborateurs avec les compétences demandées sur le marché du travail. Voilà. Ça, cette chaîne de valeur, ces deux use cases, upskilling, reskilling et en option employabilité, c'est ce qui est rendu possible d'automatiser par les technologies d'AI générative. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à automatiser 90% du travail pour que cette chaîne tourne en continu et donc qu'on soit capable de lancer les actions de formation qui réduisent les skills gap et qu'on soit capable de montrer au patron, au VP Talent, au DRH, de lui dire « Regarde, les skills gap, on les a réduits ». Comme ça, c'est leur mission. Donc il peut aller voir le CEO après et dire « Regarde, par rapport à nos objectifs stratégiques, on avait des skills gap et moi, je les réduis avec mon département ». Alors, pour conclure, nous, 360 Learning, si vous vous rappelez, on est une technologie collaborative. C'est notre spécificité. On est un outil auteur qu'on peut mettre dans les mains des experts métiers et les directions formation, au lieu d'être l'autorité centrale qui essaye de produire tant bien que mal quelques formations par an, devient un chef d'orchestre de la formation interne. L'approche compétence, j'aime bien dire que l'approche compétence, c'est le diagnostic, c'est un peu le docteur, et la formation, c'est le médicament. Avec l'acquisition de la société Elan, on est content d'avoir mis le docteur et la pharmacie au même endroit et très bien intégrés. Une des synergies dans l'intégration des deux va être notamment sur les skills gap métiers. On parlait tout à l'heure de la voiture électrique. De dire, OK, on a un problème de compétence sur la batterie. Voilà, pour l'écart de compétences entre l'ingénieur voiture thermique et l'ingénieur voiture électrique, typiquement, c'est créer des batteries qui ne s'usent pas trop vite, qui sont grosses, qui se chargent vite. Eh bien, OK, il faut qu'on monte les compétences de nos ingénieurs sur ce sujet. Eh bien, on en a un qui sait faire, parce qu'il l'a fait chez son précédent employeur ou pour X ou Y raison. Et bien avec 360 Learning, on va pouvoir dire, cette personne qui sait faire,
va créer les formations pour les autres. Voilà. Ça, c'est l'ADN de Collaborative Learning. Et donc, il se branche agréablement avec l'approche compétences. Voilà, j'en ai fini. Questions ou je continue sur la présentation? Bien, si tu veux qu'on passe aux questions-réponses, on peut. Moi, j'ai déjà une question pour toi. Hein, donc, j'ai vu sur LinkedIn passer un post qui parlait du chatbot Skills GPT, donc GPT, on va dire. Voilà, donc je suis très curieuse, donc j'aimerais bien que tu me dises ce que c'est. Yes. Effectivement. Alors, je fais 3 pas en arrière pour être sûr que tout le monde comprend ce qu'on dit. OpenAI, donc la société qui a lancé ChatGPT en décembre il y a un an, qui est à l'origine de cette transformation là par l'intelligence artificielle, OpenAI a annoncé qu'ils ouvraient leur store, comme l'App Store sur le téléphone, d'applications, donc les GPT entre guillemets, donc d'applications d'agents basées sur l'IA générative. Donc c'est une marketplace qui ouvre avec des applications qui servent à faire X ou Y. Vous pouvez en programmer une. Demain, vous tous qui êtes dans la salle, vous prenez une souscription OpenAI à 20 $ par mois et vous faites je veux créer un GPT et vous pouvez, en langage naturel, coder un agent en lui donnant des instructions. En lui uploadant des fichiers, vous pouvez donner à cet agent des fichiers, des gros fichiers, qu'il peut utiliser en entrée. Vous lui donnez des instructions du type parcours le fichier, calcule quelque chose, et si l'utilisateur te demande quelque chose d'autre, bah, tu vas te référer au fichier pour lui répondre, et tout type d'application de ce style. Alors nous, on a travaillé avec l'équipe d'Ilamp pour faire un GPT qu'on a mis dans ce store et qui est donc disponible si vous cherchez un lien direct. Parce que le store n'a pas été officiellement lancé, il est en préparation. Mais si vous avez les liens, vous pouvez accéder aux applications de manière directe. Vous ne pouvez pas encore les rechercher sur le site d'OpenAI, ça devrait arriver la semaine prochaine. Mais si vous allez sur ma page LinkedIn, que vous regardez mon dernier post, il y a un lien direct et on a branché nos technologies sur cet agent. Et donc vous pouvez vous amuser avec à créer le référentiel de compétences de votre société dans une interface conversationnelle basée sur la technologie d'OpenAI. Ça vous donne une illustration assez précise. Alors, si vous êtes une entreprise de 50 000 personnes, ça ne va pas aller assez loin parce qu'il n'a pas la profondeur. Si vous êtes une entreprise de 400 collaborateurs, vous pouvez tout construire là-dessus dans une interface conversationnelle et ça illustre bien l'approche compétences. Ah bah super, bah écoute, j'irai tester. Allez tester. Ouais, j'irai tester. Bah écoutez, je vous propose qu'on passe aux questions parce qu'il nous reste 5 minutes. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à Nick? Tout était parfaitement clair. Question. Ah, il y a non, une question ici, oui. Bonjour, vous parlez du fait que vous êtes plugué sur GPT, les AI. Comment vous garantissez la sécurité des informations professionnelles de l'entreprise, qui est un petit pain point avec nos chers amis de la cybersécurité? C'est une excellente question. C'est pas une question facile. Je la répète, peut-être, c'est oui, si comment peut-on garantir la sécurité, la confidentialité de vos données quand on utilise les algorithmes d'AI pour toutes ces applications? Alors, l'une des réponses, quand vous êtes, c'est le cas de nombreuses entreprises, sur Microsoft, vos données sont déjà chez Microsoft, et nous, notre algorithme, il tourne chez Microsoft. Donc nous, 360 Learning, on n'a pas accès à la donnée. La donnée, elle est chez Microsoft, l'algorithme tourne chez Microsoft. Il ne transite pas par quelque chose qui serait nous, 360 Learning. Donc en fait, vous ne donnez pas accès à plus de données. La donnée est chez Microsoft et vous nous donnez le droit de l'utiliser, mais là-bas. Donc elle est déjà chez Microsoft et elle n'en sort pas. Si vous n'êtes pas chez Microsoft, eh ben, il faut être confortable avec l'idée qu'on va mettre la donnée chez Microsoft. Et c'est eux le tiers de confiance. Et vous leur faites confiance ou pas? Ils sont là aujourd'hui, vous pouvez avoir ces discussions avec eux. Le stand. Voilà. Ok, merci. Une autre question? Oui, nous avons une question ici. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais savoir comment vous attestez une compétence d'un collaborateur. Excellent point.
Alors, donc la question, je la répète, comment on tamponne, comment on s'assure que la donnée de compétence, elle est exacte? Comment on atteste la compétence du collaborateur? Alors, plusieurs manières. Premièrement, beaucoup de gens vont vous dire en RH, des gens expérimentés vont vous dire, le meilleur moyen, c'est de demander aux collaborateurs. Et si vous avez des bonnes descriptions des niveaux de compétences, c'est-à-dire des descriptions du style, niveau 1, c'est savoir faire ça, savoir faire ça, savoir faire ça. Niveau 2, c'est... Voilà. Et souvent, les gens sont lucides. Il faut leur faire confiance. Et si la personne vous dit qu'elle est niveau 2, au pire, elle est niveau 1. Mais ils ne vont pas se tromper énormément. Vous pouvez ajouter un filet de sécurité avec le manager. Donc dire la personne auto-déclare et le manager vient et confirme. Vous pouvez faire passer des tests. Alors nous, 360 Learning, on ne propose pas ça, mais des sociétés proposent des tests et on peut imaginer qu'avec l'IA générative, la génération de ces tests va être de plus en plus simple, commoditisée, de moins en moins cher. Quatrièmement, et nous ne faisons pas ça non plus, mais des sociétés le font et c'est peut-être effrayant, peut-être que c'est l'avenir, mais il y a du passive listening qui consiste à dire on va écouter ce qui se passe sur le poste de travail du collaborateur, donc sous-entendu ses emails, sur quelle page web il se balade, et si le collaborateur passe 15 minutes sur la page Wikipédia de Linux, on peut considérer qu'il a la compétence niveau 1, il sait ce qu'est Linux. S'il a scrollé, on peut voir ce qu'il a lu, bon, voilà. Il y a des entreprises qui sont en train d'émerger, qui font ça, passive listening, qui déduisent les compétences de l'activité. Évidemment, ça pose des questions sur la donnée personnelle, le futur dystopique vers lequel nous allons, lentement mais sûrement. Très bien. Une dernière question, la dernière. Merci, bonjour. Ici. Bonjour. Bonjour. Donc, je voulais juste vérifier par rapport à ce que vous avez dit. Si on vous fait une demande de cartographie de compétences, 360 Learning peut répondre à cette demande? Alors, la cartographie de compétences, elle ne va jamais être faite à 100%, déjà à 100% par la machine et à 100% par nous, parce que à la fin, il y a des questions de vocabulaire. Je vais vous dire, prendre un exemple simple. Dans certaines entreprises, on va parler de chef de projet. Dans d'autres, on va dire que c'est un product manager. Dans une troisième, on va dire que c'est un coach agile. Et dans la quatrième, on va dire que c'est un ninja du projet. Bon. À la fin, c'est l'entreprise. Donc, ce n'est pas universel. C'est propre à l'entreprise. Et je pense même que ce vocabulaire et cette matrice, c'est un reflet de la culture de l'entreprise. La culture s'exprime dans ce vocabulaire. Donc, c'est le client qui doit finaliser. Une grosse partie du travail peut être faite effectivement par l'algorithme, notamment lister toutes les job desks, les mettre dans des cases, vous demander si X et Y c'est un doublon ou si c'est deux choses différentes, dire que dans telle entité on a tel langage, mais dans telle autre entité tel autre langage, mais pour le corporate on va considérer que ce sont deux synonymes. Tout ça, la machine peut l'accélérer et l'aider. L'initialisation nécessite un investissement. La maintenance évolutive nécessite un plus petit investissement, mais nécessite quand même que des êtres humains se penchent. Quand on dit « est-ce qu'on ajoute telle compétence dans le référentiel ?» Est-ce qu'on vous ajoute dans... Vos concurrents sont en train de parler de voitures électriques. Est-ce qu'on ajoute ces skills dans votre référentiel? Quelqu'un doit dire oui ou non. C'est sur mesure. Mais c'est à vous de le faire. La machine accélère énormément le travail. Merci. Eh bien, merci beaucoup Nick pour cette présentation. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci.